école où on aimait ses profs, où les filles, au petit matin, apportaient des bouquets de fleurs en guise de remerciement, où après être passées dans la classe supérieure, on passait leur rendre visite. Ça épinglait un orgueil de moineau sur nos maigres poitrines. J'ai été d'une école où le nom de prof faisait teinter la rétine et briller l'envie d'en être. Moi, j'allais à l'école comme on se blottit dans un nid attendant la béquée quotidienne. J'étais ce privilégié-là, cet engourdi docile aussi. Je guettais l'attention qu'on allait me porter, la parole qu'on allait me donner. C'était une école où j'oubliais que j'étais arabe, pauvre et rustre. Elle me protégeait de la méchanceté du monde. Un monde dur qui ne voulait pas de mes parents. Elle me sortait de l'obscurité dans laquelle ils pataugeaient. J'étais d'une école où je n'avais plus d'origine, mais j'avais l'espoir d'en trouver une, sans frontières, ni couleur, ni rang social, où les professeurs ressemblaient à des parents. Les uns, les autres, se passaient le relais, sûrs de divulguer un même message, empreint du respect le plus strict. Ils se souciaient qu'on s'intéresse. Nous existions comme un prolongement d'eux-mêmes. J'étais d'une école qui admirait ses profs, et je rêvais, moi, de les accompagner au-delà des leurs de scolarité indue. Tout ça pour m'infuser du plaisir qu'ils avaient à m'avoir comme élève. Me rappelle, je voulais même qu'on m'adopte, car, hors du sanctuaire, me sentais comme un fantôme, privé de lumière, presque un demi-orphelin, à qui il manquait un de ses 3 parents. Privé de cette attention supplémentaire, me sentais vivre dans un cachot putride, comme privé d'une pièce aux larges baies vitrées. Dans cette école, en échange de leur bienveillance, je rassemblais tout ce qui me contenait d'intelligent. Jamais ma mère ne m'a vu chez elle aussi docile ou attentif, et Dieu sait, si j'ose dire, qu'elle sacrifia tout pour que je réussisse, qu'elle ruina jusqu'à épuisement toutes ses réserves de mère. Elle aussi chérissait cette école et trouvait ahurissant que les détenteurs de tous les savoirs ne portent pas la main sur moi quand je faiblissais. Ça la sidérait qu'on n'ait pas cours à Pâques, Noël, juillet et août. Sans cette école, que l'on dit gratuite, laïque et obligatoire, la vie lui serait apparue insensée. Quant à moi, je l'avoue, je me suis plus aimée en élève qu'en enfant de la rue, car à 17h sur le trottoir d'en face, j'entendais « Rentre chez toi, bougnoule !» À l'aune de tous ces défis, je dis que cette école existe encore et elle raconte toujours l'histoire des hommes, offre encore une famille, une terre, des valeurs et enfin notre libre arbitre. Alors, je peux le dire, moi, Magide, jamais je n'aurais tendu mon doigt à un salaud pour désigner comme victime mon prof d'histoire géo.
Merci Renata pour cette lecture d'un texte que Majid Cherfi a écrit suite à l'assassinat de Samuel Paty. Majid Cherfi, bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous dire que nous sommes très heureux que vous ayez accepté de venir dialoguer avec nous ce soir et avec le public sur le thème « Être français, enfant d'immigrés maghrébins ». Manifestement, le public est présent, ça veut dire qu'il y a une attente de dialogue. Donc j'espère que cet après-midi, nous répondrons au moins en partie à cette attente. Alors cette rencontre se déroulera en 2 parties, de durée égale, 1 heure chacune. Dans une première partie, nous interviewerons Majid. Ce sera une interview réalisée par Nicole et moi-même. Elle sera entrecoupée, cette interview, de lecture par des membres de l'association Vendemo, et ensuite une seconde partie d'1 heure qui sera un débat entre Majid et vous, la salle, le public. Donc tout d'abord, Majid Cherfi, je voudrais vous demander qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez d'autres personnes lire les textes que vous avez écrits? Qu'est-ce que vous ressentez? Du plaisir ou du déplaisir? Si jamais vous vous dites que j'aurais jamais dû écrire ça, ou il ne faudrait pas le lire comme ça, etc. C'est quoi votre sentiment quand vous entendez ces personnes lire vos textes? Non, je dirais que c'est un sentiment de fierté, parce que, au fond, j'écris pour être lu. Ça paraît évident comme ça, mais j'ai une écriture qui a un sous-texte politique, et donc il s'agit qu'il soit entendu. Donc, après, peu importe la qualité de la lecture, je crois que c'est le fond qui compte. Qu'est-ce qu'on est en train de me lire? Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? Et donc, j'aime ces lecteurs qui sont comme des haut-parleurs pour moi. Et donc, c'est plutôt un sentiment de bonheur. Ai-je bien répondu? Alors, en quelques minutes, je voudrais vous questionner d'abord sur, la famille où vous avez grandi. Je pense que dans toutes les familles, il existe des mythes positifs ou négatifs concernant le passé ou le futur. Par exemple, dans ma famille, je sais que, par exemple, concernant le passé, il existe un mythe positif sur l'histoire d'un grand-père maternel qui était soi-disant un inventeur génial, mais il existe aussi des angoisses, des souvenirs pénibles qui sont liés aux fuites qu'ont réalisées les familles devant les avancées des armées allemandes en Alsace pendant la guerre de 1870 et ensuite dans le nord de la France lors de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, ce sont des exemples de mythes qui sont racontés dans les familles. Et pour vous, qu'est-ce que, dans votre famille, on racontait sur le passé? Alors, évidemment, moi, mes parents font partie de cette vague des années 60 qui est venue en France. J'ai le souvenir de mes parents jeunes, à la fois terrorisés par les Français et en même temps absolument émerveillés par ces êtres habillés de blanc, de costumes, ces gens avec des blouses blanches, ces médecins, ces ingénieurs. Le français était l'être supérieur. Et j'entends encore ma mère me dire « Mais non, nous, non, nous, non ». Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont venus en France, mais en vérité, ils ne sont pas venus pour rester. Ils sont venus pour ce que vous savez, travailler. Et j'ai compris bien des années plus tard que nos parents ont été atteints de schizophrénie très tôt. C'est-à-dire qu'ils ont quitté un pays misérable qui ne leur offrait rien pour arriver dans un pays qui leur a donné
un état de droit, l'air de rien. Ils ont été, je pense que toute leur vie, mes parents ont été effarés par l'état de droit. On est soigné, on est éduqué, il y a cette école gratuite, on a du travail, on a un logement décent, ce que n'offrait pas l'Algérie, en tout cas pour mes parents à l'époque. Et alors, il y avait cette espèce de grand écart entre « nous ne voulons pas de vous », mais nous vous offrons le droit, puisque l'essence même de la République, c'est le droit et les mêmes droits pour tous. Et ils ont vécu toute leur vie en sachant qu'ils n'étaient pas voulus, parce qu'il faut quand même se dire que la France n'a jamais voulu de l'immigration. Elle a voulu d'une immigration pour construire la France. Et puis quand j'ai regardé toutes ces décennies, j'ai regardé ce qu'était que l'immigration, je me suis dit non mais il y a l'immigration et puis il y a les Arabes, les musulmans et les Noirs. Nous voulons de toutes les immigrations, nous ne voulons pas de cela. Et encore aujourd'hui, je peux dire que les 4e générations qui débarquent ont ce sentiment. On a tous les droits, mais on ne veut pas de nous. Et donc nos parents ont été atteints d'une espèce de schizophrénie qui nous ont infusé. C'est pour ça que j'ai écrit un jour maman qui me disait « Sois français, mais ne le deviens pas ». Parce que, alors moi évidemment, j'ai d'abord utilisé moult boîtes de Doliprane pour m'en sortir, et ensuite essayer de comprendre. Parce que, si vous voulez, et d'ailleurs, que je dis l'Algérien, mais le Maghrébin globalement, quand ils sont venus, leur intention n'était pas de rester. Puisque, de toute façon, il y avait ce sentiment de la trahison. Et je revois encore mon père, quand nous partions en vacances au mois d'août, on arrive à Marseille pour entrer dans le bateau, et puis le débarquement à Alger, et ce mépris incommensurable de l'immigré. Que venez-vous faire ici, vous les traîtres? Parce que immigrer, c'était un peu être traître, et nos parents, l'air de rien, de manière insidieuse, ont vécu cette immigration comme une traîtrise. Vous avez abandonné un pays, mais vous avez abandonné une famille, vous avez abandonné vos frères et sœurs, et il y avait donc à la fois ce sentiment de ne pas être voulu par son propre pays, et le sentiment de n'avoir jamais été voulu par le pays accueillant. Et cette schizophrénie nous a été infusée. Et nous portons, nous, ces gens qu'on dit de la seconde génération, on porte cette schizophrénie qui consiste à toujours ne pas trahir. Alors, ou le Maghreb, ou l'Algérie, ou Dieu, ou son prophète, la religion, la tradition, le village, je ne sais quoi. On passe sa vie à essayer de rattraper quelque chose de perdu, et on ne sait pas quoi, tout en considérant nous-mêmes que nous avons bénéficié, j'allais dire, des mêmes droits que nos parents, l'air de rien, du droit, qui n'existe toujours pas. Je ne vous fais pas l'actualité algérienne d'aujourd'hui, où moi qui adore l'Algérie, me dire, mais par rapport à Boualem Sansal, bien sûr, de dire, c'est pas possible, c'est un écrivain. On peut être un régime autoritaire, mais quand même. Et donc, il m'arrive depuis peu de me dire, je n'aime plus ce pays. Il faut que je me débarrasse de l'Algérie, alors qu'elle est collée à moi. Elle est collée à moi par la nostalgie, le chagrin de mes parents qui ont tout perdu. Ils ont perdu une langue, ils ont perdu une terre, ils ont perdu un peuple. Au fil des décennies, ils ont fini par tout perdre. Et on est... voilà, j'avais envie d'insister sur cette schizophrénie-là qui fait que 80 ans après, un jeune de 15 ans va vous dire « Moi, je suis malien, je suis sénégalais, je suis algérien », alors que bientôt, les propres grands-parents sont nés en France. Et moi qui ai fait beaucoup de classes,
Quand j'ai demandé s'il y avait des Français dans la salle, je n'ai jamais vu un homme lever le doigt. Quand ce n'étaient pas des Français eux-mêmes, ayant peur de trahir leurs potes algériens, mais toi, t'es pas français, la peur. Et jamais un élan naturel s'est proposé pour dire, oui, moi, monsieur, je suis français. Il s'identifie d'abord par autre chose et éventuellement en français. Et je vais demander, concernant le futur, qu'est-ce qui était dans votre famille, qu'est-ce qui était désiré, qu'est-ce qui était craint concernant le futur pour vos parents et pour vous et pour vos frères et sœurs? Alors, pour mes parents, il y a toujours eu cette idée de on va quand même revenir chez nous, et cette idée se dissout au fil des décennies, mais il y a toujours cet attachement parce que comme ils sentent qu'il n'y a pas l'adhésion, on ne veut pas de vous, on ne veut pas de vous existe, fait que on fabrique un lien artificiel avec le pays d'origine. Je vois mes propres mômes qui sont des enfants qui ont grandi dans un parfum progressiste, je failli dire libertaire à la maison, ouvert, de gauche pour tout dire, avec la possibilité de tout et l'aisance matérielle. On finit par trouver en Algérie comme un refuge, à mon grand désarroi. C'est-à-dire qu'il y a la France pour vivre de manière rationnelle, et puis il y a le parfum de la fraternité, illusoire, mais qui existe, comme pour nous-mêmes, c'est-à-dire que ce pays d'origine est devenu une illusion, mais dont on a besoin parce qu'il y a la désillusion, et que la République tout court, propose finalement la désillusion. Pourquoi? Parce qu'elle propose la fraternité, elle ne tient pas sa parole, elle propose l'égalité des droits. Alors quand je dis que nos parents en ont bénéficié, il y avait quand même des freins un peu partout. Mais c'était mieux des freins que pas de droits du tout. Je ne veux pas m'éterniser, mon cher Gérard, je t'en prie. Merci. Maintenant, je voudrais laisser la parole à Nicole, qui voudrait vous interroger sur l'école, avec laquelle vous entretenez manifestement une relation très forte, en témoigne le texte qui a été lu en introduction. Nicole, c'est à toi. Alors c'est mon tour de tomber la chemise. Je vais Bon. essayer. Moi j'ai froid personnellement, hein. Après tu vois ce que tu veux faire, Nini. Alors mon sujet, c'est l'école. Vous avez très bien lu tout à l'heure les meilleurs passages de Magide. Mais quand même, je voudrais dire que pour moi, quand je regarde le fil de votre vie, depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que vous êtes ce qu'on appelle un pur produit de l'école républicaine, dans laquelle vous êtes tombé tout petit. Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça? Vous êtes un pur produit de l'école républicaine. Oui, je crois que j'aime cette phrase, j'aime cette idée, parce que effectivement, je me suis rencontré grâce à cette école-là. D'accord. Mais pour qu'il y ait cette rencontre, il faut qu'il y ait une force On va en parler. de l'intérieur. On va en parler. Dites-moi quel souvenir vous en avez gardé. On en a entendu un peu parler, mais l'entendre dire par vous maintenant, expliquez-nous. Il y a d'abord, Oui, je me permets de te couper, une chose importante, oui, la gentillesse. oui. Alors nous étions dans des familles nombreuses, ce qu'on appelait des familles lourdes, des familles misérables. Et dans la rue Raphaël, des quartiers nord, combien de fois on a vu des parents assommer des filles à même la rue?
martyriser des mômes de 6, 8, 10 ou 12 ans. Et c'était quelque chose de naturel. La violence était acquise comme un élément d'éducation. Alors c'était un refuge. Alors, j'y viens. Je vois Madame Richer. Oui, j'attendais justement... Vous la connaissiez pas quand même? Non, je la Ah connais bon, pas, elle m'a fait mais peur. je l'imagine très bien. J'attendais ce nom, j'attendais Madame- ce visage. Madame Richer, Oui, elle nous caressait le haut du crâne. C'était invraisemblable. Parce que ce n'était pas tellement le réflexe de nos mères. Je vous parle d'une génération. Elles ont 80, 85 ans aujourd'hui, ces mères-là. On n'avait pas pour habitude de les voir caresser le haut des crânes. Et puis après, en CE1, en CE2, toujours ces maîtresses, peut-être parfois sévères, mais susceptibles de nous caresser le crâne. Et c'était un ravissement absolu. est-ce que, Oui. est-ce que vous étiez bon élève? Pas bon élève. Non. Pas bon élève. Bon élève en français? Alors je le suis devenu petit à petit. Parce que figure-toi que quand on entre au CP, nous, on ne parle pas français. Oui, Nos parents, qui sont restés illettrés, analphabètes, oui. toute une vie, nous parlaient en arabe, en kabyle pour nous, mais en arabe, peu importe. Et donc on est rentré. Et maman, ça a été l'effarement. Madame, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Donc on est parti avec un retard invraisemblable. Et donc ça a été difficile. Et donc il a fallu rattraper. Quand on est môme, ça se fait finalement assez vite. Et donc on s'est accroché. Et voilà, j'avais une mère obsédée par la réussite scolaire. Littéralement obsédée au point de nous dire ou vous réussissez ou je me pends. Ou vous réussissez ou je vous pends. Au choix. Oui, vous En en parlez, oui. Il y avait la mort au bout. Vous en parlez beaucoup. Et d'un côté la mort, et de l'autre, je mourrais de chagrin. Oui. Et il faut voir sa mère morte de chagrin quand il y a écrit que va-t-on faire de magie? Oui. Et alors on était dans cet étau-là, entre éteindre le chagrin de maman et éviter qu'elle se pente. Oui. Alors ça vous donne quelques envies de faire des progrès. Je si vous voulez. comprends. Et donc, à la fois un lieu de refuge, Oui. et pourtant, vous dites aussi que c'était un lieu de déchirement. Pourquoi c'était aussi un déchirement? Peut-être par rapport aux autres, par rapport au quartier, Oui, par rapport aux frères et sœurs. oui. Alors, expliquez-nous ce déchirement entre... Ben, parce que donc, nous étions, mes frères et moi, en progrès, si tu veux, mais il se trouve que les copains de quartier qui étaient dans les classes avec nous, il y avait comme une indifférence des parents. Je rappelle que ces mamans avaient 9, 11, 13 enfants, Oui. et ce n'était pas le souci majeur Oui. que de se soucier de la scolarité. Et donc, très vite, ils ont été dans une espèce d'échec, de dérive. Et au fil du temps, on a fini, nous, par nous redresser avec mes frangins. Mais il faut dire que maman avait réquisitionné très vite l'assistante sociale pour des soutiens scolaires, le curé des Isards, les sœurs de l'abbé Pierre des Isards, l'épicière, la fille de l'épicière. On avait les Français qui venaient à la maison. Et alors, il y avait les Français qui venaient à la maison, et à n'importe quelle heure, soutien scolaire. La France n'a pas été si heureuse. On a été kidnappés, en quelque sorte. Et pour tout vous dire, maman avait du mal à encaisser l'idée qu'on ait des vacances à Pâques, à Noël, Pâques, juillet, août. Ça faisait des mois de vacances. Et elle disait, mais pourquoi faire? D'accord. C'était inimaginable parce qu'on n'avait pas assez de temps pour elle pour apprendre. Oui. Et donc, avec ce soutien scolaire, a fait de nous de bons élèves. Et je me suis rendu compte, moi, que j'étais un cador, quand tout à coup, il y a eu un imparfait du subjonctif qui a été proposé, et Oui. j'ai fait « moi, madame ». Alors, là, on parle surtout de l'école primaire.
Mais petit à petit, vous avez avancé, vous êtes allé aussi en secondaire. Et... Alors, je voudrais savoir... On n'a pas fini, pardon, avec le déchirement. Oui, Et donc, dites-moi. réussir Oui. à l'école, c'était encore une fois une histoire de trahison. On trahissait la famille, Oui. la bande, le clan, etc. D'accord. Et on se faisait péter la gueule quand on avait des bonnes notes. Oui. Et moi, personnellement, on m'a attribué le sobriquet de PD, parce qu'être bon en français, c'était un peu être homosexuel. C'est ça. Et c'est plus tard que je me suis dit, mais c'est quoi cette confusion entre littérature et homosexualité? Oui. Et donc le déchirement était là, parce que ce sont quand même vos amis. Alors il y a l'école, il y a les amis, et parfois, pour ne pas perdre la bande, beaucoup d'élèves, je me souviens, qui étaient plutôt doués, préféraient avoir la mauvaise note que... Et alors, chez nous, je ne sais pas, était-ce la force de ma mère qui disait, oui, il y a tes copains, mais il y a ta maman. Et moi, je serai là. Je suis là. Et celui qui vous touche, je lui arrache les yeux. Je lui mange les yeux. Et ça vous convainc d'avoir une armure, d'avoir du Guesclin derrière vous, Oui. prêt à... Et on n'a pas cédé à la bande, ce qui fait que mes frères et sœurs et moi n'avons pas eu d'amis de quartier. On les croisait un peu comme ça, mais nous étions les traîtres à la cause, les traîtres au prophète. Oui. Alors, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, comme par exemple pour Annie Ernaux et pour d'autres, que vous avez été en quelque sorte un transclasse, un transfuge de classe, que l'école vous a fait changer de classe par rapport à votre famille, par rapport à... Bon, je sens assez bien, oui, cette espèce de, de voyage de classe en classe, avec le sentiment de la traîtrise, Oui. de l'arnaque. Oui. Sauf que il y avait en plus cette histoire de la France. Était-ce trahir l'Algérie, la famille, Dieu, l'islam, que d'aimer la France, ou pas? Aimer l'Algérie, c'est un peu la même chose. Est-ce que ce n'est pas me couvrir d'obscurité? Parce que nous y allions quand même, et on regardait bien ce qui se passait. Et donc on se disait, non, ça ne fonctionne pas avec ce truc qui nous a été infusé, l'état de droit, la liberté de ton. Et je me souviens en vacances de Magide de 10 ans qui se promenait au milieu du village, et je sifflotais allègrement, et puis tout à coup, je prends une grosse tarte derrière la tête. Et le mec me dit, tu te crois où? Et j'ai compris, on n'est pas français, on ne siffle pas. Ah. Et c'est là que vous, quand vous prenez la tarte, vous dites, je crois que je vais préférer être français. Et c'est comme ça qu'on devient français, si vous voulez, par la violence d'un côté, et on ne le devient pas par la violence française, puisque au bout de 80 ans, pour faire court, elle n'a toujours pas donné le droit de voter à ma mère. Mais qu'est-elle, ma mère, si ce n'est une Française aujourd'hui? Donc, tout le mal que vous avez fait à cette immigration nous empêche d'adhérer allègrement à la France, et on nous empêche, de l'autre côté, d'adhérer à l'Algérie. Et on se retrouve dans un no man's land qui fait que c'est pas tant qu'il y ait aujourd'hui une société française, comme on croit, et une maghrébine, une communauté maghrébine à part. Non, à l'intérieur, cette communauté maghrébine, qui n'en est pas une, est un no man's land. Et alors, c'est quand même l'école qui vous a appris à bien parler, qui vous a aussi appris à écrire. Alors, vous étiez au début l'écrivain du quartier. Vous écriviez pour les autres. J'écrivais pour les filles. Ah, d'accord. Oui, les premiers pas. Quand on écrit, c'est pour Des lettres séduire, d'amour. des lettres d'amour. D'accord. Absolument. Et après, vous avez fait un grand saut. Vous êtes devenu romancier. Et vous écrivez les paroles de vos chansons. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous ressemble le plus? Vos chansons, vos romans, ce qui se dit dans vos films,
dans quoi vous vous reconnaissez le mieux, le plus? Je crois que tout me ressemble parce qu'au fond, je pense que j'ai écrit, chanté ou me suis exprimé dans cette idée qu'il y avait une France qui ne nous racontait pas. Et que donc il fallait, à côté d'un livre d'histoire officiel, il fallait un autre livre d'histoire raconté par nous, parallèle, plus intime, de l'intérieur. Ne croyez pas ce qu'on raconte sur l'immigration. Je vais vous raconter, moi, une immigration pleine d'histoires d'amour, de jeunes filles rêvant de patinage artistique, de laboratoire, de science, d'amour. Oui. D'écrire l'histoire d'un tas de garçons qui voulaient aussi aimer des garçons, l'histoire d'un tas de désirs. Alors, mon grand travail a consisté à raconter, bon, notamment à travers moi, de dire, chers Français, je vais vous raconter une histoire de Français dont on ne parlera pas. Et c'est vrai que nous sommes dans une France qui, en vérité, ne parle pas de nous, sauf ces médias qui racontent les quartiers. Voilà, tout le dysfonctionnement des quartiers. Et donc, voilà ma motivation à l'écriture. Et la lecture, l'école vous a donné aussi le goût de la lecture et vous êtes un grand lecteur. Est-ce que vous avez encore dans votre cœur, dans votre mémoire, des poètes, des écrivains, des romanciers que vous aimez particulièrement et dans lesquels vous vous reconnaissez? Pour la chanson, je crois que vous en parlez volontiers. Oui. Alors, j'ai aimé les romans d'un certain âge, c'est-à-dire de la période du lycée, où on découvre, entre autres, le 19e siècle. Et finalement, tous ces romans de Balzac, Flaubert, Victor Hugo m'ont offert un patrimoine. Parce qu'on nous raconte à nous, maghrébins, que longtemps on nous l'a raconté, que nous avions la chance d'être d'une double culture. Bien des années plus tard, je me suis dit, mais c'est l'arnaque. Quelle double culture? Mes parents, toute leur vie, m'ont parlé de 7 ans d'histoire. Voilà tout ce que j'avais sur l'Algérie, et c'était les 7 années de la guerre d'Algérie. La France nous a proposé 2000 ans d'histoire. Et donc, et à l'intérieur, avec tous ces poètes, tous ces grands esprits, le siècle des Lumières à l'intérieur. Et donc la littérature m'a fabriqué parce que j'ai trouvé des paysages, j'ai trouvé une langue. Voilà. Et que c'est un patrimoine dans lequel je me suis construit, parce qu'il offrait la possibilité. Alors, la littérature permet ça, pas le réel, malheureusement. Dans le réel, vous passez, on dit, mais tu es d'où? On est maghrébin sans le vouloir. Dans la littérature, comme dans les arts, il y a cette possibilité-là, toute la force de l'art, que de vous construire, parce qu'il y a une place pour vous. J'ai entendu, fais vite, connard. Pardon. On voudrait vous poser d'autres questions sur l'influence pas toujours positive de la communauté et du quartier. Donc en introduction, nous allons écouter un texte extrait de Ma part de Gaulois qui montre le fossé qui peut exister entre la liberté qui, par exemple, offerte par une troupe de théâtre et la violence extrême qui peut être portée par la communauté, en particulier sur les filles. Donc dans cet extrait, on trouve le narrateur, c'est vous, Magid, animateur de l'atelier de théâtre, et 2 potes comédiens qui sont Samir et Momo. Avec ma petite bande, on se retrouvait 2 ou 3 fois par semaine dans le minuscule théâtre de notre quartier. Ce soir-là, je mettais en scène Samir et Momo. 2 petits spots éclairaient la scène sur laquelle Samir et Momo évoluaient. J'avais imaginé une situation dans laquelle 2 potes, découvrant l'appartement d'un ami français, décryptent une affiche sur le mur où il est écrit
les hommes naissent libres et égaux en droit. Samir entre en scène, s'approche de l'affiche et narquois la lit. Les hommes naissent libres et égaux. Il y croit, ma parole. Ou bien c'est de la provoque. Non, non, il y croit. Attends, c'est pas un imbécile. Ah ça non, il a même son bac. Il a son bac Avec mention. et il affiche ça. C'est à croire que... Il reçoit des gens Oui, qui lisent ça oui, et personne ne lui dit rien. non, il assume. Il assume. Il assume. Allez, on se casse. Momo fait mine de partir. Samir reste et colle son nez sur l'affiche. Qu'est-ce que tu fous? Attends, je lis. Oui, c'est bien ça. Les hommes naissent libres et égaux. C'est-il pas joli, ça? Oh, c'est quand même une belle phrase. Libres et égaux, j'adore. C'est de qui? Vu la zénitude de la phrase, c'est du japonais, à coup sûr. Ou du chinois. Non, non, c'est pas un Français qui aurait écrit un truc pareil. Les hommes naissent libres et égaux. Il y a un truc qui cloche. Ben oui, il y a un truc qui cloche. Elle est incomplète, cette phrase. Elle est mal finie. Il y a un truc à compléter. Mais oui, les hommes naissent libres et égaux entre midi et 2. Excellent. Les hommes naissent libres et égaux entre midi et 2. C'est peut-être un peu strict. Attends voir. Les hommes naissent libres et égaux du côté de chez Swann. Oui, très bon. Voyons si on ne peut pas faire mieux. Les hommes naissent libres et égaux. S'ils font pas chier. Oui, c'est ça. Le bout qui manquait, s'ils font pas chier. En bas, les filles se tordaient de rire. Moi, je me frottais le bout des ongles de plaisir. Je sirotais le succès d'une de mes vannes. Sur scène, mes deux comparses en rajoutaient, portés par l'hilarité générale. Les hommes naissent libres et égaux aussi. C'est là que les deux battants de la porte d'entrée ont claqué contre le mur, provoquant la stupeur générale. Elle est apparue comme un fantôme, bras ballants, la figure baignée de bave et de sang. Ce n'était plus des cris qu'elle expurgeait, mais des sons rauques venus du plus profond de sa poitrine. C'était Bija, une fille de notre bande, qui cognait sa tête contre les tables et sur les murs. Nous avons atteint ce soir-là un degré de violence invraisemblable, passant de l'extrême légèreté à l'horreur absolue en moins d'une seconde. Elle nous dirait, plus tard, sur son lit d'hôpital, que son frère et son père s'étaient jetés sur elle pour la simple raison qu'elle lisait un livre. Père et mère, d'une seule main, les frères l'avaient déchiquetée pour un bouquin. Après avoir raconté ça, elle a ri en disant « Quand ils m'ont attrapée, j'avais fini le livre, alors je pouvais mourir. » J'ai maudit cette illusion de croire qu'un livre vous sauve. Un livre, quartier nord, ça vous écourte le passage sur terre. Alors dans l'extrait qui vient d'être lu, on voit un peu la pression des familles qui peut être poussée jusqu'à son paroxysme. Mais je voudrais savoir comment cette pression s'exprimait au jour le jour, comment ça se manifestait, et comment vous la ressentiez et comment vous y réagissiez. Alors c'est quelque chose qui m'a été difficile d'écrire parce que moi, je suis dans ce qu'on appelle le roman autobiographique. Et le roman autobiographique, évidemment, vous oblige à raconter les gens qui sont autour de vous, et toujours ce sentiment de trahison. Et d'ailleurs, dans chacun de mes bouquins, il y a toujours quelqu'un qui vient me voir et me dit « Page 16, c'est de moi dont tu parles !» Et donc, on a la difficulté de masquer
donc de romancer, tout en étant assez proche de la réalité. Et évidemment, les filles, même par exemple maman qui était plutôt féministe, elle, mais d'un féminisme instinctif, nous disait oui, vous allez être solidaire avec vos sœurs. Et on faisait la vaisselle dans la famille, les frangins, on habillait nos petits frères, on faisait le ménage à égalité avec nos sœurs, sauf que elle voulait que pour les garçons, les études soient infinies, pour les filles qu'il y en ait, mais n'allez pas trop loin, sinon vous ne pourrez pas vous marier. Et donc, ça c'était dans le meilleur des cas, parce que mes sœurs ont quand même eu un parcours universitaire, mais il y a toujours cette idée que il est bon de s'émanciper, mais toujours de ne pas trahir Dieu sait quoi. Et on revient à la famille, on revient à la religion, à la peur d'être exclu. On revient à soit français, mais pas trop, quoi. C'est un peu ça. Ouais. Et c'est d'ailleurs toujours le problème de suis-je trop algérien, trop musulman, pas assez. Moi, par exemple, il m'est arrivé de me dire, devant la vacuité de la République, face à l'immigration, de me dire, mais j'en ai marre de Flaubert, de la poésie du siècle des Lumières. À quoi sert tout ça pour vivre ce que l'on vit? Aujourd'hui, on parle de 12 millions de personnes qui ont voté Rassemblement National. Il y a un désespoir qui vous prend, et je me dis, mais je crois que je suis trop français. Il faut que je devienne un peu plus inculte pour au moins faire front à la vacuité républicaine. Qu'est-ce que toutes ces invoquer du droit, et que ce soit si peu une réalité. Alors, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est tous ces mobs dont je parle qui ont 15 ans, qui se revendiquent du Mali ou de l'Algérie, mais ils se revendiquent du Mali et de l'Algérie parce qu'ils ont bien compris, oui, vous êtes français, mais vous n'êtes pas chez vous. Et donc il y a toujours, et d'ailleurs maman à 85 ans, elle entend le mot Le Pen, elle s'accroche à une valise. Et je dis, mais c'est invraisemblable que pendant 80 ans, on passe son temps à se demander si on va être expulsé. Et petite anecdote, quand Jean-Marie Le Pen est mort donc il y a quelques jours, je suis vite allé voir maman pour voir si elle allait sauter de joie, me dire « Allez, couscous pour tout le monde !» Mais pas du tout, elle avait de la peine. J'ai presque été déçu qu'on n'en rit pas. Alors, une autre question que nous voudrions aborder, c'est celle justement du racisme et du rejet par au moins une partie de la population française. Et en introduction, nous proposons un texte extrait de La Part du Sarrasin, qui présente une scène, somme toute, assez banale, celle de l'entrée ou non dans la boîte de nuit. Donc on retrouve le narrateur, vous Magide, accompagné de votre copain Pierrick, un Français blanc de chez blanc. Et on a aussi deux vigiles, mais un seul parle, car le second semble n'avoir jamais fait usage de ses cordes vocales. À proximité de la lourde porte de bois de la discothèque, deux extravagants balèzes de cuir noir vêtus ont ralenti notre marche en tendant l'un le bras droit et l'autre le gauche. Pierrick, en tête, s'est raclé la gorge pour aider à l'articulation des voyelles. Il a dégluti, soupçonnant une difficulté syntaxique. Bonsoir. On est 6. Le grand Black, l'œil cruel et les joues tailladées, a répondu. Moi, j'en compte 4. On s'est regardé, éberlué, doutant presque du décompte. On se croyait trop soûls. Comment ? Moi, j'en compte 4. Et chacun s'est mis à compter ses voisins, tel un élève en butte au calcul mental.
Mais non, on est 6. Ah, on va avoir un problème d'arithmétique, toi et moi. Puis il s'est tourné vers son congénère rebeu avec un air de suffisance qui m'a vexé. Pierrick s'est mis à nous sonder pour dénouer l'embrouille et s'en est retourné à la table des négociations. Je vous assure, on est 4. Ce que je te propose, On n'est pas 4. c'est d'aller vous recompter plus loin. Quand vous serez 4, revenez. L'immense basané a cru bon de rajouter. T'as compris? Allez vous recompter plus loin. Vous empêchez la circulation. Mais c'est quoi le problème? Je vais te dire. De 2 doigts, il a saisi Pierrick à l'encolure, l'a tiré vers lui. Toi, ça va. Puis est venu le tour de Polo, celui de Ludo, et enfin il a vigoureusement tiré Riton vers l'intérieur du couloir et a conclu, Jusque-là, pour nous, c'est bon. tout en nous barrant la route à Abdou et à moi. Comment? J'ai dit jusque-là, ça va. Après, je crois pas que ça va être possible. Le temps s'est suspendu. Je ne saurais décrire l'impression d'humiliation qui m'a recouvert. Avec Abdou, on n'osait plus se regarder, comme si l'un ou l'autre avait la lèpre. D'avoir son meilleur ami comme témoin de son avilissement, c'était comme une injection d'eau glacée dans les veines. On basculait dans un autre monde que nous n'avions jamais affronté de manière aussi brutale. La stupéfaction a raidi aussi nos potes qui, incrédules, ne trouvaient ni les mots, ni l'attitude à la hauteur de ce tremblement de terre. On interdisait bien à un noir et à un arabe l'entrée d'une discothèque. C'était surréaliste. Entendre parler du délit de faciès était une chose, mais le vivre fut un effondrement pour tous. C'était comme une chute sans fin, un saut périlleux arrière dans le passé. On retournait au champ de coton, au marché d'esclaves, au fouet, au feu, aux pires sévices. C'est parce qu'ils sont noirs? C'est parce qu'ils sont noirs? Le pauvre attendait innocemment l'aveu, mais c'est un coup de poing qu'il envoya quelques 10 mètres au loin. Pierrick, définitivement hors de lui, est revenu à la charge. Connard! Il n'est pas noir et lui, c'est pas un arabe, ce sont des êtres humains. Vous savez ce que c'est un être humain? Les sauvages, c'est vous, pas eux. Une deuxième baffe le renvoya 2 mètres plus loin. Alors qu'on essayait de le retenir, il revenait à la charge, encore, et se retrouvait à nouveau le cul par terre. Mais il ne lâchait rien et espérait qu'un magistrat céleste tombe des nues et lui rende justice sur le champ. C'est illégal. C'est condamnable ce que vous faites. Je porte plainte. Ouais, porte plainte. Le commissariat, c'est première à gauche et première à droite. Allez, cassez-vous! On s'est éloigné sans quitter les 2 molosses des yeux, comme pour vérifier qu'ils étaient bien réels. Mais ils étaient bien là, immenses, sûrs d'eux. Lugubre retirade, on incarnait la marche funèbre. Manquait plus que la musique, une sonnerie aux morts pour nous rendre un dernier hommage. Chacun visitait les affres de son côté obscur. Comment rire après cette sordide mésaventure? J'ai juste glissé à l'oreille de mon Abdou. Imagine s'ils avaient été blancs. Alors, la scène que vous racontez ici s'est passée il y a 30-40 ans, peut-être. Hein. Avez-vous le sentiment que les choses aient changé depuis, en bien ou en mal? Après, bon, les discothèques, évidemment, c'est moins caricatural aujourd'hui. Ce qui est resté, c'est ce sentiment une espèce de nuage au-dessus de l'immigration. Alors, je parle bien de l'immigration maghrébine et subsaharienne. C'est-à-dire que toute la différence est là. Nous ne voulons pas de ces gens-là. Et les mômes sentent cette espèce de refus. Ils entendent
à travers le quotidien. Quand est-ce que vous repartez? Et c'est ça qui est absolument surréaliste. C'est un môme qui enregistre dans sa tête « on ne me veut pas » et on me demande quand est-ce que je repars. Alors c'est beaucoup plus subtil aujourd'hui. J'en veux pour preuve. Alors, déjà, je veux rappeler que François Mitterrand, élu en 81, on attendait de lui la grande fraternité. On attendait un nouveau récit conforme à la République, universel, multiculturel. Et il dit, il y a un seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'à peine nés, nous étions morts. Quand je dis né, c'est cette seconde génération, dite française. Et puis toute la gauche a suivi derrière. J'en veux en souvenir d'un Laurent Fabius qui disait « Le Front National pose de bonnes questions, mais donne de mauvaises réponses ». Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que le rassemblement d'aujourd'hui pose de bonnes questions. Vous aviez Michel Rocard qui dit « On ne peut pas accueillir la misère du monde ». Il ne faut pas dire ça. Même si on me dit qu'il a complété en racontant que « Mais on se doit de… » Effectivement, on se doit de… Mais nous lisons entre les lignes. Quand tu parles de la misère du monde, c'est nous. Et quand tu dis qu'on ne peut pas l'accueillir, on se sent déjà un peu exclu. Et je ne parlerai pas du bruit et de l'odeur de Jacques Chirac, de Sarkozy qui disait « Avec moi, on n'égorgera plus de moutons dans les baignoires ». Je pense encore à Mélenchon, pour être plus en actualité. On lui parlait des gens qui faisaient la prière dans la rue. Et il dit « Mais il y a la République ». Et nous lisons entre les lignes. C'est les CRS. Je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années. Et donc… cette messagerie aérienne, si j'ose dire, ces mauvaises ondes, ces mômes les entendent, ils les intègrent. Et donc ils sont tout le temps à la quête d'un refuge, comme je l'étais moi, comme le sont mes enfants, comme l'a été mon père. Il y a toujours la quête, mais y a-t-il une île? Y a-t-il un endroit, sachant que le pays d'origine n'en est pas un, puisqu'il s'est désintégré au fil du temps. Vous n'êtes plus chez vous. Mais si on n'est plus chez nous là-bas, et si on n'est pas chez nous ici, quel est ce territoire illusoire qui va accueillir la diversité, la fraternité? Maintenant, je vais laisser parler plus personnelle et percutante. Alors, oui, je suis chargée de poser des questions personnelles. Pardon, Nicole, Et juste une dernière chose à laquelle je pense. Vas-y. Puisqu'on parle beaucoup de laïcité, par exemple. Alors moi, j'ai cru longtemps que je savais ce que c'était que la laïcité. Et puis, j'entendais tous ces gens dire, oui, ils ne veulent pas adhérer à la laïcité. Et j'ai repensé à mon père qui a prié aux Isards, sous la tour, dans une cave putride de flaques d'eau putride. Pendant 50 ans, il a prié dans une cave. C'est-à-dire qu'il a été traité comme un animal. Mais où elle est, la laïcité? Et donc, c'est pas vrai que vous traitez les religions à égalité, et c'est pas vrai qu'il y a un traitement d'égal à égal. Et donc, ce ressentiment naît aussi de ça. Et c'est un athée qui vous parle. Mon père voulait prier, il a prié dans des caves. Et alors quand j'ai entendu dire oui, mais ils ne veulent pas adhérer à la… Mais quelle laïcité? Et donc je comprends qu'il y ait cette espèce de tension dès qu'on entend ce mot-là. Alors, vous venez de parler de votre père, et justement, j'avais envie, sans trop oser le faire, j'avais envie de vous poser une question sur votre père, mais vous venez d'en parler, et donc on a déjà une idée de la façon dont il vivait sa religion, dans quelles conditions. Alors, je vais passer au reste que j'avais prévu de vous demander, sachant qu'il y a pas mal de choses
que vous avez déjà dites dans la conversation qu'on vient d'avoir. Mais malgré tout, on aura plaisir à vous entendre redire un certain nombre de choses sur lesquelles on se pose des questions. Si je dis par exemple, Majid Cherfi, que vous êtes l'histoire d'une belle réussite, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi? Si c'est parce que je suis puissamment français, Oui. fondamentalement. Est-ce parce que j'ai dans mes écrits porté la France haut, que je suis un bel exemple, je suis embêté. Et je me dis, qu'est-ce que je fais des miens? Parce que... Oui, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on en dit dans votre famille de votre réussite? Qu'est-ce qu'on en dit autour de vous? Qu'est-ce qu'on en dit en Algérie? Bon, l'Algérie, je ne crois pas que j'ai une notoriété telle qu'on m'évoque en Algérie. Ben, il y a toujours, si vous voulez, on vient d'un milieu misérable, d'un milieu blessé. Nous sommes l'immigration maghrébine, africaine. Nous sommes une blessure béante. Alors quand quelqu'un s'élève en disant la France, et que les siens sont dans ce terreau misérable, ils ne vont quand même pas s'agenouiller ou vous élever en disant bravo, il a réussi. Quand vous s'extraire de la misère, c'est trahir en soi. Parce que si vous voulez, le problème, c'est que des réussites dans ces terreaux misérables, il y en a. On peut citer des tas de gens. D'ailleurs, des tas de gens me disent, mais la France est magnifique. Il y a Zidane, il y a Jamel Debbouze, il y a Zebda, il y a je ne sais quoi. Mais on s'en fout. Si l'immense majorité est noyée, à quoi servent tous ces exemples? Et on me dit, mais ils n'ont qu'à servir. Mais nous ne servons pas d'exemple. Il n'y a pas d'exemplarité. Et donc la grande faille de la République, c'est de se planquer derrière des exceptions, entre guillemets. Et qu'il y a cette immense majorité. Il y a une cinquantaine d'années, la banlieue avait des résultats scolaires dramatiques. 40 ans après, les résultats, les résultats scolaires sont aussi dramatiques. C'est à peine mieux. Et donc, on se dit, mais à quoi sert d'être montré un exemple? À quoi sert la beauté d'une écriture? À quoi sert la profondeur d'un message? Si c'est pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, je rappelle, c'est 12 millions de personnes qui ont voté pour le Rassemblement national. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Quand est-ce que vous nous les faites partir? Je crois que... Alors, il y a évidemment d'autres sujets, il peut y avoir le pouvoir d'achat, je ne sais quoi, mais on sent bien au fond, est-ce qu'il est encore possible, 80 ans après, de se débarrasser de ces gens-là? Et la gauche nous a trahis en étant incapable de dire désormais, on ne sera pas français parce qu'on est blanc ou chrétien. Fonder un nouveau récit, justement, dans l'idée universelle. Elle a eu peur de perdre ses amis, elle a eu peur de perdre ses élections, elle a eu peur, elle a été tétanisée par ce projet qui était pourtant indispensable. La France, qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce qu'il faut dire aux Français avant qu'il soit trop tard? Et il est trop tard. Mais quand même, je reviens à vous, personnellement. Vous êtes une personnalité aujourd'hui. Locale. Est-ce que vous en avez conscience? Par exemple,
vous êtes invité au CD31, à la région, au GREP. Au département, je suis bien. Est-ce que quand même vous mesurez le chemin que vous avez parcouru? Est-ce que vous en êtes quand même un peu fier? Peu importe, Nicole, la fierté. Je parle, moi, d'un peuple. Je parle de la France, de son identité. Je parle de la nation, de faire nation. Et alors, si je fais partie des passerelles pour faire nation, il est désormais bien tard pour aller récupérer tous ces mômes qui, quand ils ne sont pas devenus d'obscurs islamistes, se penchent sur la religion pensant y trouver une fraternité. C'est quand même un sacré échec de la République. Quand même, votre part de Gaulois, cette part de Gaulois, c'est un très beau titre, hein, cette part de Gaulois, où elle en est là? Comment elle monte, elle descend, Mais, elle évolue? Parce que Elle elle grandit, évolue, elle oui, rétrograde. en fonction des éléments qui nous sont proposés. Nous faisons des allers-retours, nous sommes plus ou moins français et nous nous permettons d'être instables. Nous sommes en permanence sur un terrain mouvant Oui. parce que nous n'avons pas cet espace dans lequel nous serions traités à égalité avec les uns ou les autres. Donc, voilà. Mais à votre avis, maintenant, qu'est-ce qu'on attend de vous à la place que vous avez? Écoutez, moi je suis conscient que les Français qui m'écoutent se disent « c'est chouette, il fait l'apologie d'une France extraordinaire ». Vrai, puisque l'idée universelle est française, moult savoir, culture, création est française. Mais c'est trop facile pour moi d'appartenir à cette France-là. Parce que j'ai besoin des deux. Et les deux m'interdisent d'être deux. On nous dit, soyez français. Mais est-ce que si j'arbore le drapeau algérien pour soutenir l'OM, est-ce que je suis moins français? Oui. Et c'est ce que je demande. Parce que l'universalité, ça doit être ça. On doit pouvoir être multiple. Et c'est ce que courage qu'on n'a pas eu la gauche. Alors j'accuse la gauche parce que je suis de gauche, j'accuse la gauche parce que la droite est absente Oui. de ce débat. Justement, moi je voulais savoir comment vous regardez aujourd'hui tous ces engagements que vous avez eus au fil de votre vie. Quel regard vous portez là-dessus? Vous vous êtes beaucoup engagé, vous avez une vie d'engagement. C'est une vie d'engagement, mais ça n'a pas été un choix. J'ai été porté par cette vague. Je ferai partie de ce... Je n'ai pas le... Et parfois même, on me demande, mais vous ne pourriez pas écrire autre chose que l'immigration? Non! Pourquoi vous? Parce que vous voulez comme si on me demandait arrête de nous appesantir. Toi qui es si français, toi qui nous honores de tes valeurs républicaines, ne pourrais-tu pas parler de Gruy-sans-Plage, par exemple? Non, je suis dans une condamnation parce que c'est un peu comme un impératif, comme quelqu'un qui n'a pas le choix. Donc on est comme dans un impératif à dire les choses vont mal, soyons, oui, un petit peu comme des lanceurs d'alerte, en quelque sorte. Et j'ai cette anecdote d'ailleurs qui m'a fait entrer d'une écriture innocente à une écriture plus concernée. Le patron de mon père qui venait chercher... il venait chercher maman entre midi et 2. Et alors, il appelait, il venait, Fatma! Fatma! Il appelait ma mère pour qu'elle réveille mon père qui faisait sa sieste. Ça a duré des mois. Et je voyais maman ronchon, je comprenais que quelque chose n'allait pas. Et un beau jour, j'ai fini par lui dire, mais maman, mais tu t'appelles pas Fatma? Elle me dit, elle s'appelle Taos. Non, je ne m'appelle pas Fatma, mais tous ces connards de Français, ils nous appellent Fatma. Oui.
et vous devenez vinaigre. Donc évidemment, écrire une petite chanson d'amour ou un petit texte sentimental, mais assez difficile, Oui. parce que je suis viscéralement lié à de l'injustice. Et après, j'ai trouvé l'humour pour pouvoir le raconter. Mais Du voilà, coup, c'est pas un choix. Oui. Du coup, ça fait une transition. Comment vous vous projetez aujourd'hui? Quel est aujourd'hui le monde de Magid Cherfi? Ben alors, évidemment, je me dis, c'est trop tard, c'est foutu. Oui, même si au fond de moi, il va falloir se battre pour faire, pour bâtir une terre qui évoquerait la fraternité auprès de chaque enfant, quelle que soit son origine, sa couleur de sa peau. Évidemment, je me dis qu'il y a un impératif à ça, mais on perd tellement jour après jour. Oui. Alors, nous, on est nés, j'avais 20 ans au début des années 80, donc on est né de cet espoir. Il y avait même là vous étiez trop jeune pour vous rappeler, c'était la marche des beurs, marche pour l'égalité. Nous réclamons l'égalité des droits. Qu'est-ce que font les socialistes? Ils nous proposent une carte de séjour. Vous voulez, on est mort avant d'être né. Et cette carte de séjour, c'était: nous allons d'abord vérifier la solubilité de l'arabe dans la République. Oui. C'est-à-dire qu'avant de souffler, vous êtes enterré, quoi. Et nous sommes de cette histoire-là qui n'a pas su être au rendez-vous, qui n'a pas su être au rendez-vous. Juste une dernière petite chose. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Il n'est pas de question auxquelles je n'aurais pas aimé répondre. Donc la question est difficile pour moi. Voilà, donc on fait un tour d'horizon qui aurait pu prendre 4 heures aussi, parce que le sujet est vaste, qui est celui de l'humanité, C'est de la Gérard fraternité, qui de la nation. Il nous a dit faites court. Est-ce qu'on est dans le timing, Gérard? Voilà ta montre. Oui, on est dans le timing. On a dépassé. Donc maintenant, il est temps de laisser la parole à la salle, à vous. Mais avant cela, nous voudrions vous proposer une dernière et très courte lecture d'un extrait du roman de Magid Cherfi, La vie de ma mère. Donc c'est un petit morceau d'humour offert par Magid. Maman était accrochée à la télécommande. La chaîne dégueulée des sondages qui qualifiaient Macron et Zemmour au second tour. Elle a maugré « sale race » sur un ton de colère impuissante. Et là, au débeauté, comme si nous avions entamé un débat 1 heure plus tôt, the question. C'est quoi ça, ma croûte? Tu veux dire Macron? Oui, c'est bon pour nous? Elle doutait, pensait aux 50 € qui venaient de lui être retirés de son APL. Je te confirme, c'est une loi Macron. Il nous avait fallu 2 décennies, à mes frères et à moi, pour lui faire intégrer la notion de gauche, une de plus pour la droite. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas où précisément situer le macronisme sur l'échiquier idéologique. Bon, alors, Attends. Je n'avais pas l'intention de me lancer dans un cours magistral. Je cherchais plutôt à abréger l'explication quand une idée lumineuse m'est venue. C'est le centre. le centre. Elle a réfléchi un peu et d'un coup s'est écriée Ah, le centre commercial. « Oui, oui, c'est ça, Macron, le centre commercial. Bravo, maman !» On n'aurait pas pu donner définition plus pointue. On n'aurait pas pu rendre maman plus heureuse. Bravo.
Un grand merci aux lecteurs de l'association Vendemo. Et maintenant, place au débat. Donc 2 micros vont circuler dans la salle. Bonjour, merci à tous pour cette conférence. Merci Magid. On ne peut pas partir là-dessus, il est trop tard Magid. Est-ce qu'il est vraiment trop tard? Alors je suis un peu provocateur. Je m'en doute, c'est pour ça que j'ai Bien besoin de savoir. Mais nous sommes dans un mouvement de perte de terrain, je crois. Puisque moi je n'entends pas à gauche quelque chose qui soit plus intéressant que ça. Après, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Je nous vois nous écrouler. À la limite, je vous dirais, par rapport à l'espoir de faire nation, pour moi, ça a commencé à mai 81 et nous n'avons eu cesse de nous écrouler. Donc ça fait quand même qu'un bout de temps. Et je ne saurais pas vous dire comment quelque chose pourrait se passer d'intéressant, qui soit courageux et qui amorce un nouveau récit. Dire aux Français, on a assez raconté les croix, la tradition, la France millénaire, etc. Il y a une autre France qui est celle d'aujourd'hui. Vous allez l'accepter de gré ou de force. Mais il y a une France aujourd'hui qui est métisse, multiculturelle malgré elle. C'est-à-dire que nous subissons, mais nous le devenons, alors qu'il faudrait l'accompagner, voire l'anticiper. Anticipons le mouvement d'une nation universelle, multiculturelle. C'est bon? Bonjour Najib, je pense qu'on se connaît. Donc nos parents, ce que tu as dit, c'est tout à fait ce que j'ai vécu. Parce que nos parents nous disaient justement d'être bons et d'être meilleurs. Et mon père et ma mère nous ont fait en sorte pour pas qu'on fréquente les quartiers, pour qu'on soit les meilleurs parce qu'on n'avait pas le choix. Effectivement, comme tu disais, ils étaient analphabètes. On était obligés, nous, d'être matures et de pouvoir s'intégrer malgré nous. Parce que moi, je me rappelle que mon père me disait, tu n'as pas le choix, tu dois être bonne. Parce que de toute façon, si on a le choix quand tu vas chercher un travail, il faut que tu sois meilleur que tous. Parce que s'il y en a, ils auront le choix, les Français auront le choix, il faut qu'ils choisissent, ils vont choisir la personne, la Française que toi. Et avec le nom que tu portes, tu n'as aucune chance. Et effectivement, je l'avais vécu. Dès que je disais mon nom, on me disait que la place était prise. Et effectivement, je me suis mariée. Et j'ai gardé mon nom de femme mariée, donc Dejean, ça sonnait très bien. Dejean, c'est superbe. Oui, mais tu dois connaître aussi Hubert. Hubert Dejean. Bon, je connais Mousse, Cactus, etc. Bon. Et donc, effectivement, les portes se sont ouvertes beaucoup plus facilement. Donc, comme je n'avais pas d'accent, je n'étais pas voilée, et bon, j'ai fait des études. Donc, les choses étaient beaucoup... Bon, on me disait, mais toi, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Il y a beaucoup de gens, comme tu disais, il y a beaucoup de gens comme moi, on est juste... On a fait le job. On a fait le job, et effectivement, on n'avait pas le choix. Tu disais au début du débat que ta mère... te disais, je me pends. Nous, c'était beaucoup plus simple, je te frappe. Donc, ma mère ne savait pas lire, mais elle savait lire les chiffres. Donc, quand elle voyait les notes, elle savait. Donc, on avait intérêt de travailler. Donc, je restais il y avait l'étude à l'époque, et je préférais rester en études pour faire les devoirs que rentrer à la maison et de ne pas pouvoir. Effectivement, nous étions nombreux et on n'avait pas d'espace non plus pour faire les cours. Et donc, grâce aussi à l'école et grâce aussi à mon père et à ma mère qui ne sont plus là, qui nous ont aussi épargnés pour ne pas
et être toujours derrière nous. Et effectivement, c'était l'éducation. Et voilà, donc c'était juste pour te rejoindre dans le côté où les parents, l'éducation, c'est bien, l'éducation nationale, mais les parents doivent être derrière leurs enfants. Voilà. Oui, j'ai compris, c'est une suggestion, tout à fait. What's happened? C'est pour moi. Merci pour cette rencontre. Tu ne seras pas long. Non. Excusez-moi, c'est un ami. Hein. Oui, non. C'est pour ça que j'ai retenu une phrase clé, une communauté maghrébine qui n'en est pas une. Donc j'aimerais bien savoir comment tu peux participer à faire connaître qu'il n'y a pas de communauté maghrébine en France. Il n'y a que des agents... Excuse-moi. Oui, il n'y a que des agents de communautaires qui instrumentalisent les Maghrébins en France. Oui, Pourquoi? Oui. Parce que, et je m'arrête là, parce qu'il y a, dans les travaux à l'université, nous sommes arrivés à 5 catégories de Maghrébins. Il y a des Maghrébins instrumentaux, il y a des Maghrébins nostalgiques, il y a des Maghrébins déracinés, et il y a des Maghrébins intégrés comme moi, et il y a des Maghrébins assimilés. Voilà, j'ai dit. Bien, excellent, excellent. Oui, ça me rappelle un souvenir. Vous m'entendez bien là parce que... D'accord, c'est mes retours qui déconnent. Il y a eu cette marche de Charlie, et donc j'ai retrouvé tous les gens ici en ville. Et puis des gens sont venus à moi et m'ont dit mais vous êtes où? J'ai compris qu'il parlait de la communauté, les Arabes, vous savez, vous, les musulmans. Et moi, j'avais divorcé depuis longtemps, j'étais français, athée, presque catholique, tellement j'ai aimé la France. Et il me dit, vous étiez où? Mais je croyais que j'étais avec toi, pas avec eux. Dis-moi où ils sont, pas où êtes-vous. Il m'avait intégré dans une communauté. Alors ce jour-là, pour défendre la République, les valeurs universelles, il voulait qu'on soit une communauté. La veille, il ne fallait pas qu'on en soit une pour justement sauver la même République. Voilà où nous en sommes. Ouais, salut Magid. Là, c'est puissant, là. Voilà, ouais. Je suis là. Salut Magid, donc notre amitié elle est à l'âge du GREP, quoi. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Et moi, à l'époque, c'était vite écrit, tout ça. On avait fait des choses ensemble. Et j'avais du coup été obligé de faire une espèce de rapport sur ce qu'on avait fait. Et j'avais appelé ça « Être ou ne pas être d'une quelconque génération ». Puisque c'était l'histoire de la marche des beurs, des générations, mais tout ça. Est-ce que tu n'as pas l'impression que... Donc, c'était nos 20 ans, quoi. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'on est tout simplement nostalgique de nos 20 ans? C'est-à-dire nostalgique de cette marche des beurs qui a été ratée, nostalgique de tout ce que tu as dit qui a pas marché. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un autre logiciel, quoi? C'est-à-dire ton fils, il est venu chez nous à l'école, enfin, je veux dire, à l'école de musique. Zebda a eu un parcours et vous êtes les plus tu vois, le groupe qui a le mieux réussi parmi tous les copains qui montaient des groupes à l'époque. Vous avez fait les motivés, vous avez eu 15%, je crois, 12 ou 15% de votants. Donc, est-ce que finalement, pardon, hein, mais est-ce qu'on n'est pas dans un discours qui est daté, quoi? Est-ce que les choses ne sont pas en train de se passer différemment? Est-ce qu'il n'y a pas plein de gens, plein de copains aussi, tes enfants, tes petits-enfants, je ne sais pas si tu es grand-père, mais qui vivent tout ça très bien finalement, qui n'ont pas la nostalgie de l'Algérie ou du pays, enfin, tu vois, est-ce qu'on n'est pas ailleurs, quoi? Je parle bien de l'illusion hein, d'un pays frère ou d'un îlot. C'est pas la nostalgie de l'Algérie, l'illusion. Alors, ça ne pouvait pas marcher, cette marche des beurs. D'abord parce que on s'appelait le mouvement beurre.
Mais on était français. Mais vous êtes beurre ou français? Et si vous prenez l'universalité vous-même, pourquoi le mouvement est-il beurre? Et on parlait des Français en disant eux et nous, à partir d'une origine maghrébine. Donc la marche des beurs, en réalité, elle était vouée à l'échec. Ben, du recul, je ne sais pas trop, tu vois, si on en avait. Ah, aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, plus personne ne sait ce qu'a été, sauf les plus âgés d'entre nous, ce qu'a été cette marche des beurs. Moi, partout où je vais, marche des beurs, marche de l'égalité, elle a disparu de l'histoire. Et c'est pour ça que je dis que nous n'existons pas dans l'histoire française, et c'est pour ça que les mômes se refusent à être français, parce qu'ils voient bien qu'ils n'existent pas. Et effectivement, mon cher Philippe, cette histoire de marche des beurs est morte et enterrée depuis longtemps. Les moins de 30 ans ne savent pas, à exception près, que cette chose a existé. C'est bon, je peux. Alors, On peut éclairer la salle un peu plus, finalement, parce qu'on n'est pas au spectacle, après tout. Ouais, enfin. On voit pas les gens, oui? Enfin, peu importe, c'est la question. Ah, il faut que je me lève. Alors, oui, donc vous ramenez la question de l'identité, on va dire, française à la question politique. Et moi, je voudrais juste un peu bifurquer sur la question de l'intime. Et vous avez beaucoup parlé de trahison. Et moi, je me pose la question du deuil de cette trahison. C'est-à-dire que tant que la blessure du passé, elle reste béante, je ne sais pas si on va pouvoir avancer. C'est-à-dire que nos questions de quête d'identité que vous avez eues, que j'ai eues et que bon nombre de personnes ont, et même pas forcément d'enfants d'immigrés, mais c'est une question naturelle. Est-ce qu'il n'est pas temps de faire ce deuil-là, d'aller voir nos parents, qui sont encore vivants, et puis leur dire ben, c'est pas grave, tu es venu ici et tu n'as pas pu partir, mais tu n'as pas pu faire autrement, ça fait partie d'une vie. Voilà. Et accepter notre identité multiple. Moi, je fais juste référence aux identités meurtrières d'Amin Malouf, qui pour moi est une référence dans le qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je suis. Voilà. Alors moi je crois que il suffisait qu'il trouve un territoire qui propose une fraternité, une empathie, parce que ce qui a manqué, c'est pas tant les droits en France que la bienveillance et une forme de respect. Il a manqué ça. Et donc, ça ne peut fonctionner, ce que vous dites, que si à un moment donné, l'enfant maghrébin ou noir se pose pas la question de « je suis à part » et qu'il entende un discours qui défende ça. Et alors là, il est... D'ailleurs, pour ne parler que des élections ou que du Rassemblement national, ces 12 millions de personnes, ces mômes l'ont entendu. Et il y a une armée française de gens qui disent « tirez-vous ». On ne peut pas s'en sortir parce qu'à partir de ce « tirez-vous », eh ben, je vais en Irak, je vais en Algérie, ou je me penche en tout cas vers ces pays-là. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce que, pardon, je digresse, on était en concert dans ces zones-là, Jordanie, Irak, et on passe, je sais plus de quel pays, de la Syrie à l'Irak, je crois. Et les Irakiens regardent nos papiers, ils voient des papiers français, ils sont outrés. Quand on est arabe, on n'est pas français. Les Français, c'est la sous-classe, c'est des mécréants. Ils avaient inversé la chose. C'est-à-dire qu'on n'était pas... Comme nous étions des bougnoules de la République, là-bas, c'était les Français qui étaient des bougnoules. Et ils me regardent, mais vous êtes fous, vous êtes Algériens. Comment on fait pour être Français? Alors qu'il y a l'orgueil d'être Algérien. Et évidemment, je n'y ai pas expliqué que j'étais né en France et que mes parents avaient mis... Et alors, il me dit...
va leur dire que vous êtes ici chez vous. Genre donc, il proposait lui, mais par une chose assez invraisemblable, il proposait une terre de fraternité. Et donc, le problème, c'est un peu ça, c'est pas tant de regarder le passé de ce que nous étions ou de regarder l'Algérie, puisqu'il s'agit de Français. Là, on parle d'une histoire française, puisque nos parents le sont devenus malgré eux, puisqu'ils n'avaient même pas le projet, eux, de rester. Cette masse des années 60-70, et moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, j'entendais dire on va retourner chez nous. Donc, c'est assez récent. Et le chez nous, il n'est que parce qu'on n'est pas chez nous. Et donc, la question qui est posée, c'est celle-là. C'est quoi la France ? C'est quoi les Français ? C'est quoi notre destinée ? C'est quoi la fameuse nation dont on parle ? Puisqu'il paraît qu'il s'agit de faire nation. Voilà ma réponse un peu trop longue. J'aurais plusieurs questions à vous poser si vous voulez bien. La première, c'est finalement, qu'est-ce que c'est qu'être français ? Quand on regarde l'histoire de la France, on peut même s'interroger sur ce que c'est qu'être français. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, vous avez parlé de vos origines kabyles, une culture de tradition plutôt orale. Et donc, du coup, est-ce que la rencontre avec l'écrit a été une rencontre particulière pour vous du fait de cette culture ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, on nous a raconté que nous avions une double culture et qu'il m'a fallu du temps pour me rendre compte. Parce que les Français, nos amis, donc les gens de gauche, ont passé leur temps à nous rassurer. Et entre autres idée pour nous rassurer, cette double culture. Et moi, vous parlez d'une culture orale, mais même mes parents, moi, par exemple, n'avaient pas de culture. Il y avait 3 fois rien. Ils savaient à peine le prénom de leurs grands-parents. Ils venaient d'une montagne obscure, abrutis par des islams moyenâgeux et qui va avec un patriarcat invraisemblable. Moi, j'ai découvert tout ça que plus tard. Ah oui, la culture orale, ah ouais, les Berbères, les premiers habitants du Maghreb. Mais ce n'était qu'un échafaudage intellectuel. On n'a rien hérité. Et on oublie ça. Il y a des doigts qui se lèvent, les micros, je ne les vois pas. Allez-y. Alors, je voulais vous rejoindre sur le fait d'être gêné aux entournures quand on dit qu'on est français. Il y a un technicien qui vient chez moi d'origine asiatique et il me dit à un moment, on discute, il vient réparer quelque chose chez moi, on discute et puis il fait je suis toulousain. Alors je lui dis et donc je sens une gêne. Il ne veut pas aller plus loin que toulousain. Il est très bien dans toulousain. Dans toulousain, il se reconnaît. Et je lui dis, et donc français. Et il me fait, je suis toulousain. Voilà. Et il n'a pas voulu élargir plus et ça le dérangeait. Dans sa tête, il n'est pas français, mais toulousain, par contre. C'est un très bel exemple. C'est-à-dire que pour faire plaisir aux Français, on va leur donner quelque chose qu'ils attendent de nous. Et on est piégé par ça. Moi-même, j'ai pensé être un bon Français en maîtrisant l'imparfait du subjonctif. Je vous assure, à un moment donné, j'étais champion d'Europe de conjugaison. Je me suis dit, là, quand même, ils vont se dire, non, Magid, c'est un Français. On ne va pas lui dire douter. Non, pas du tout. Et donc, on est dans ce défaut-là de vouloir séduire ce peuple ou cette langue ou ce mythe en disant je suis bien là parmi vous. Et c'est ce que je reproche à la France. Laissez-nous être vietnamiens. Écoute, moi je m'appelle Lopez, je me considère pas tu es mal placé. Espagnol. Comment? Je dis où tu es mal placé. Oui, pourquoi? Parce que tu es français. Quand on s'appelle Lopez, on est français. Voilà, alors j'en reviens. Alors, excusez-moi, je suis né en Algérie. Et pour éviter tout malentendu, je ne suis pas un pied noir nostalgique de l'Algérie française. On est d'accord? Bon. Vous ne seriez pas là. Peut-être, pour faire de la provoque ou quoi.
Non, au début, quand j'ai vu qu'il y avait cette conférence, j'avais décidé de venir parce que j'ai un souvenir très précis qui est très intact. Je me souviens, c'était dans les années 80. J'arrive dans un bureau de tabac, il y a deux gamins maghrébins de 10 ans ou 12 ans qui sont juste devant moi et on a dû leur filer du fric pour acheter des bons mecs, tu vois, ils sont tout excités et tout. Et ils demandent au vendeur hey, tu me donnes ceci, tu me donnes cela. Et le mec les remet à leur place et les humilie et me propose de passer devant eux. Et moi je dis non. Et j'ai vu ces gamins ne pas comprendre, tu vois, ne pas comprendre. Et là, j'ai compris, enfin j'ai pas compris parce que tu sais, ça passe vite, mais je trouve que cette scène était emblématique à la fois du choc, si tu veux, d'un code de comportement qui était celui que pouvait avoir, et que moi j'avais aussi, en tant que pied noir espagnol des basses classes sociales. Donc moi, je comprenais tout à fait ça. Et un vendeur de tabac qui avait sûrement l'âge d'avoir fait la guerre d'Algérie et qui avait des boutons chaque fois qu'il voyait un maghrébin devant lui. Tu vois, et cette scène, je me suis dit, mais ces gamins, ça va les marquer, et ça va les marquer longtemps. Bon, voilà, je voulais simplement rappeler une scène comme ça, et c'est une scène finalement très banale. Dans ce que tu as raconté, j'ai trouvé un certain nombre de choses qui me paraissaient importantes. Le rôle de la mère et du père par rapport au fait qu'à un moment donné, on va chercher, on va peut-être même à un moment donné chercher la réussite scolaire, et le fait que l'école va servir d'ascenseur social. Ça, c'est le premier point qui va, et peut-être de faciliter certainement les rapports avec les autres. Mais je crois qu'on parle beaucoup de République ici. Je crois qu'il n'y a pas simplement une dimension ethniciste au problème que tu as rencontré. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que nous, les pieds noirs, en tout cas les pieds noirs de basse extraction sociale et d'origine espagnole, on a été victimes de discrimination, mais franchement, c'est sans commune mesure avec ce que vous avez vécu. Hein. Vraiment, bien au contraire. Quoi, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a la République, il y a effectivement ces réactions ethniques, mais putain, n'oubliez pas la lutte des classes, les mecs. Hein? À un moment donné, on l'oublie, quoi. Oui, mais vous nous en revenez tout le temps à la lutte des classes. Il n'y a pas que ça. Mon père, il a été piétiné par des ouvriers dans ses chantiers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, nous faisons remonter l'ethnicité, parce que quand on dit lutte de classe, l'immense majorité, je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu des syndiqués, mais de cette immigration a été piétinée dans les chantiers même par des ouvriers qui gagnaient très peu et un peu plus qu'eux. C'est pour ça que je... D'accord. Quand je parle de lutte de classe, je parle surtout de domination sociale, quoi. Je veux dire, le prix à payer, ou le prix qui a été payé, c'est le prix qui est lié aux gens qui sont dans des classes sociales dominées, complètement dominées. Et ça se surajoute, quoi. J'avais lu il y a très longtemps... La parole aux autres. Ouais, tu es trop long. Dominique Schnapper, qui était, je crois que c'est la fille de Raymond Aron, qui avait travaillé sur l'immigration. C'était il y a 20 ans, j'avais lu un truc comme ça. Elle disait, l'endroit, à l'époque où commençait à monter le Front National, le lieu en France où il y a le plus d'immigrés, c'est à Neuilly-sur-Seine. Ils n'ont pas de problème. Mais on partage quand même l'idée de lutte des classes qui fait aussi partie du combat, bien sûr. Oui, bonsoir. J'ai eu l'occasion de vous entendre au cinéma du centre-ville de Blagnac, déjà, pour la projection du film Ma part du Gaulois. Voilà. Et j'adore votre écriture parce qu'elle décrit vraiment bien cette interculturalité. Je suis psychologue interculturelle de la faculté de Jean Jaurès et je travaille depuis 32 ans sur tous les quartiers de la ville de Toulouse, notamment le Rennery, Mirail Université, Bagatelle. Donc je suis sur votre enfance, votre jeunesse. Moi j'ai commencé mon
ma jeune carrière professionnelle à 27 ans sur les mêmes endroits où vous viviez. Donc, j'ai peut-être rencontré votre maman à l'occasion dans les centres sociaux de la ville de Toulouse et de la CAF. Et du coup, voilà, je suis admirative de votre écriture parce que vraiment, on est dans cet entre-deux que vous décrivez très très bien. Et je pense que les extraits que vous avez choisis, je les apporterai aux femmes parce que je fais des ateliers d'écriture sur les quartiers aussi. Et ça me fait penser votre écriture à certaines qui ont écrit de belles choses dans les ateliers. Et je pense qu'on entend très très peu aussi la parole des mères. Et grâce à ce que vous avez écrit, vous la faites vivre aussi, cette parole des mères des quartiers. Et voilà, donc je voulais vraiment vous remercier. Par contre, j'aimerais apporter un peu plus d'espoir, peut-être. Puisque bonne chance. J'y suis dans ces quartiers encore. Et je pense que, voilà, il y a plein de choses qui ont bougé autour de la parole des femmes. Et peut-être, voilà, il y a peut-être des choses qui seront possibles. Peut-être pas la fraternité, peut-être la sororité. On ne sait pas. Bonjour, je vais peut-être rebondir sur les propos qui viennent d'être dits. Je me présente Arnaud Herings. Levez-vous Arnaud. Je suis debout. Je ne peux pas me lever plus. J'en suis confus. Mes pieds touchent par terre. Arnaud Herings, je suis né au fin fond du Berry. Depuis que je suis né, j'ai toujours été l'étranger. Donc je sais ce que c'est que dans notre nation, être l'étranger, quel que soit notre parcours, quelles que soient nos origines. J'ai pour filiation la Belgique. Je suis né marié avec une Suisse. J'ai un fils qui est marié avec une Slovaque. J'ai une petite fille qui est née à Amsterdam, une autre qui est née à Singapour. Pour cela, je veux dire tout simplement que, avant toute chose, nous sommes de la fraternité universelle dans le monde. Et aujourd'hui, nous avons à 5 créé une association qui s'appelle l'Heure du Partage. La semaine dernière, j'ai pris contact avec vous-même. L'Heure du Partage a été créée suite, maintenant, il y a 10 ans, aux événements par un juif, une personne qui se revendique de tradition juive, une autre catholique, apostolique romaine, une autre agnostique, pour ne pas dire franc-maçon, une autre protestante et enfin une autre musulmane. Depuis, je vais rebondir un petit peu sur tout est foutu. Je crois que ici, tout n'est pas foutu parce que la salle, elle est pleine. Et c'est autant de paroles demain qui vont rebondir pour, je crois, propager l'espérance que nous nous devons de porter auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, car il y a effectivement une espérance, quels que soient les milieux dans lesquels nous sommes, de telle sorte de pouvoir se sortir du milieu dans lequel éventuellement on pourrait être enfermé. Pour conclure, juste un petit témoignage. Citer une parole de Monseigneur Desmond Tutu. Après avoir reçu et donné le pardon, fermons la porte sur le passé, non pas pour l'oublier, mais pour ne pas le laisser nous emprisonner. Je crois que c'est ça l'espérance. Bonsoir Magid, et merci. Merci pour tous les mots que tu as prononcés, pour tout ce que tu as pu dire et qu'on est nombreux, je pense, à ressentir au fond de nous. Et moi, je suis moins optimiste que beaucoup ici, et c'est la question que je me pose quand tu dis c'est trop tard. Ben, moi, j'ai peur aussi que ce soit trop tard. Et notamment, je me demande qu'est-ce qui a avancé dans
dans la manière dont on conçoit ces gamins et ces jeunes qui sont issus de l'immigration maghrébine, qu'est-ce qui a avancé, et de noirs et subsahariens, depuis Ziad Bouna? Qu'est-ce qui a avancé depuis Pipo, ici, à Bib, donc à la Reinerie? Il y a eu Naël, et puis hier, à Bagatelle. Bon, ben, il y a eu un jeune père de famille, 35 ans, accrochage avec la police, juste des mots pour lesquels on n'est pas d'accord, refus d'obtempérer, et il est mort. Bon, alors, je ne sais pas s'il n'est pas trop tard, moi, je ne sais pas. Et le Front National qui continue à monter, et c'est quand même dans les rangs de la police qu'on en trouve le plus. Oui, mais c'est intéressant de dire il est trop tard. Parce qu'on a eu peur de le dire, nous, progressistes, entre autres, humanistes. On ne peut quand même pas dire c'est trop tard. Ben, et si on le disait, pour se rendre compte? Après, il y aura quelqu'un là-bas. Alors, cette dame-là. Vous avez dit tout à l'heure qu'un endroit où vous vous sentiez bien, c'était l'école. Et que dans la rue, on vous disait rentre chez toi, Bougnoul, etc. Donc dans la rue, vous vous sentiez pas bien. À l'école, oui. Et moi, je me souviens que je me sentais très bien aussi, non seulement à l'école, mais à la bibliothèque. C'était 2 endroits refuges pour moi. Et j'aurais bien aimé avoir votre ressenti sur la bibliothèque. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, quand je dis dans l'art, nous trouvons une place. Parce que l'essence de l'art, c'est justement d'être universel, que chacun puisse y trouver une part de lui-même. Une vraie pièce d'art doit faire en sorte que chacun d'entre nous, d'où qu'il soit, d'où qu'il vienne, s'y retrouve. Et donc, voilà, j'avais un peu répondu tout à l'heure. C'est possible dans les livres, pas dans le réel. Évidemment, quand je dis pas dans le réel, je suis conscient que les gens qui viennent écouter dans des rencontres autour de mes livres, etc., je suppose que, et d'ailleurs souvent je le dis à ma femme, je dis mais que de gens adorables. Imaginez un pessimiste comme moi, tous les jours en même temps, parce que je vais de librairie en médiathèque, en classe, et voilà, il y a les gens, ceux-là, vous, et je dis mais que de gens adorables. Et pourtant il y en a tellement plus nombreux, je dirais, failli dire des méchancetés, mais pris dans le découragement. On n'y croit plus, on cède, on chasse. Bonsoir. On se lève? Bon, ça va rien changer, regarde. Hop. Oui, vous n'êtes pas grande, mais le Non, je ne suis pas grande, mais le cœur est gros. Bon, moi, je suis native de Bagatelle, donc déjà, Magid, je vais te tutoyer pour te remercier pour le film que tu avais fait, où il y avait mon petit frère qui jouait, je crois que c'était les années 80, Les 10 pommes. Oui. Voilà, donc on te remercie. Ma mère qui est plus là te remercie, parce que c'était une fierté, tu venais au quartier, puisqu'on était un peu... voilà, tu étais une énigme pour nous, vraiment. Donc, oui, j'étais cool. Ouais, on savait pas, et puis tu nous ressemblais, on se dit, tiens, voilà, quelqu'un qui vient faire ça, tu étais... voilà, donc je te remercie vraiment. Tout à l'heure, tu as parlé de la montée en puissance du Rassemblement national, mais du FN, pour pas, voilà, c'est pareil. Moi, j'ai 51 ans aujourd'hui, donc je suis une à Bagatelle, toulousaine, n'est-ce pas? Et ce que je voulais dire, quand il y a eu les élections, moi j'ai eu très peur, vraiment, j'ai eu quelque chose comme dans les années 80, quand mes parents avaient peur, effectivement, quand on nous parlait de Jean-Marie Le Pen. Et c'est moi qui ai eu peur pour les dernières élections, où ça a été vraiment violent pour moi quand j'ai vu les résultats. Je suis arrivée au taf, j'ai chialé, tout ça. Et j'avais une discussion avec ma responsable, on préparait le mouvement pour aller manifester à Toulouse, et qui me dit « Non, mais ne crée rien, des lilas, de toute façon, ils ne peuvent rien faire. » Alors, je ne sais pas comment elle m'a expliqué ça, mais elle pensait que j'arrivais d'Algérie. Et je lui dis « Alors qu'elle arrivait de notre pays, je ne le citerai pas. » J'ai dit « Je suis là à Toulouse, je suis française, je ne m'inquiète pas pour ça. C'est pour le reste. » Et donc là, je lui ai expliqué, je lui ai dit « Tu sais, moi, petite, j'ai vu les skinheads venir au Petit Bois, Bagatelle, qui nous coursaient, où on était au Petit Bois, où on jouait, où c'était nos grands frères qui étaient venus pour nous défendre. Donc j'ai dit, j'ai le souvenir, j'étais petite, mais j'ai dit, on a connu ça. Et ça, je dis, c'est violent. J'ai pas envie que mes enfants revivent ça. Alors que nous, on était matricés, enfin,
on a eu un peu malheureusement, on était habitués au racisme décomplexé qu'ont vécu nos parents quand on faisait les traductions et tout ça. Je me rappelle, j'ai le souvenir où moi, j'interdisais à ma mère de parler en français parce qu'on se foutait de sa gueule en face. Enfin, on était quand même, voilà ce qu'on a vécu. Et voilà, et pour parler de l'école, je vais donner un exemple qui me concerne, qui est arrivé, là, ça fait 15 jours. Ma fille qui est au lycée et sa prof l'interpelle avec un prénom, Leïla. Ma fille dit non, je m'appelle Nabila. Bah, c'est pareil. Et puis son camarade, Mehdi. En plus, mes enfants d'un couple mixte et le petit Mehdi aussi. Et alors, elle lui dit, Mehdi, alors il dit MEH, oh, vous mettez des H partout, ça suffit maintenant. Donc, elle est rentrée en me disant ça. Je me dis, mais non, mais. Et donc là, elle a eu les résultats. Elle devait avoir les félicitations. Elle ne les a pas eues parce qu'en bas, il y a marqué qu'elle tenait tête à chaque fois qu'elle revendiquait tout ça. Donc, j'ai dit à ma fille, mais c'est pas grave, je suis fière de toi. Voilà. Oui, parce qu'il suffit de rien, de ce fameux « vous mettez des haches partout » et on s'extrait de la République. On veut sortir de ce mensonge de l'égalité, de la fraternité. Non, c'est pas vrai. Il suffit de ça. Une phrase, vous mettez des haches partout. Et pour tout te dire, j'ai un fils aussi qui a eu... Il s'est fermé pour une histoire de... Je ne sais plus, Hakim, ou on l'appelait Karim, ou c'est pareil. Oui, c'est un peu la même chose. C'est pareil. Et bien, ça l'a ramené en Algérie. D'Algérie, entre guillemets, bien sûr. Oui, bonjour. On ne veut pas se lever, j'ai l'impression. Merci tous. Sonne. Je voudrais revenir sur, encore une fois, sur il est trop tard. Je suis aussi très pessimiste. Je le pense très souvent, à propos de tas de sujets d'ailleurs. Mais en l'entendant dire, ça m'a fait autre chose que d'habitude, où j'avais plutôt tendance à me démotiver, effectivement. Et là, je me suis dit, mais il faut s'organiser. Il faut organiser la résistance dès maintenant, parce que pour ça, il n'est pas trop tard. Et que, voilà. Par contre, comment faire ? Je ne sais pas si quelqu'un a des idées. Nous sommes prêts à l'écouter. Je pense que nous avons encore le temps pour deux questions. Donc Fatia, F-A-T-I-H-A. Voilà, c'est dit. Donc je voulais revenir sur le thème que vous avez abordé tout au début sur la guerre d'Algérie. Vous avez dit 7 ans, moi je dirais 8 ans, de ce côté de la Méditerranée. Et je pense que de l'autre côté de la Méditerranée, c'est peut-être 8 mai 45, 1831, je ne sais pas le début. Donc en fait, je voulais parler de ce sujet-là, savoir si... moi je l'ai vu chez mes parents, peut-être je l'ai rêvé, mais je l'ai vu, ce complexe du colonisé. Est-ce que vous l'avez vu chez vos parents ? C'est-à-dire qu'on quitte vos parents, peut-être, en tout cas les miens, ont quitté un pays qui était en guerre contre la France, en tout cas, et ils viennent vivre en France et ils se retrouvent face à ces personnes, à ce pays. Donc, à s'excuser presque d'être là à des moments. Moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais gamine. Donc, vous, est-ce que vous l'avez vu chez vos parents ou pas ? Et deuxième question, j'ai envie de parler des relations qu'il y a entre la France et l'Algérie actuellement. Et est-ce que ces problématiques relationnelles qui ne sont toujours pas réglées, est-ce que ça impacte un peu sur l'identité de chacun d'être français, d'être algérien ou d'être franco-algérien, etc. Je ne sais pas si ma deuxième question est claire ou pas. Oui, elle est assez claire. La première, donc, il faut que je m'en rappelle. Oui, mais mes parents ont sublimé le blanc. Ils sont intelligents, ils sont supérieurs. Parce que, à peine nés, on leur a dit, et puis ils l'ont vu. Il y a même une phrase pour dire d'un enfant qu'il est absolument magnifique. On dit en kabyle, Ishbah Hamorome. Il est beau comme un Français. Et oui, que quand on est pâle en Algérie, on est plutôt beau. Quand on est brun, on est plutôt réduit.
même entre bruns, le moins brun est bien. Et mes parents complètement, bien sûr, avilis par voilà, cette présence française qui les a fait... Et on est avec l'idée d'un maître naturel. Et effectivement, ils ont passé leurs 70 ans ici avec... ils n'ont pas été décrochés de cette idée. Et combien de fois j'ai vu mon père bafouiller, ah ouais merde, il croisait quelqu'un qui le tutoyait, et lui il cherchait le vous. Il n'a jamais compris le vous et le tu. Et il pédalait, et je voyais une ombre s'écrouler au fond du précipice. Ah ouais, Magid, il m'a dit, ouais, il faut dire vous, mais ils sont combien tu, oh merde Alors évidemment, moi j'en ai ri, mais j'ai compris après le drame. Au bout de 50 ans, pas parler français. Donc ça, effectivement, je rejoins pour nos parents. Et quant à votre autre question, sur... Oui, il y a une diversité d'opinions. Il y a ceux qui vont dire... ceux pour qui l'Algérie est l'illusoire refuge fraternel, confessionnel, etc., et qui vont prendre part. Il y a ceux qui vont dire, ouais, mais quand même, la France... Et, moi, je suis... par exemple, j'ai envie de vous dire, j'en ai marre d'aimer l'Algérie. Ça fait 60 ans que j'y vois mes cousins, mes nièces, ma mère avec sa nostalgie, sa mélancolie, mon histoire à la quête de ma propre histoire, cette terre qui pourrait être tellement prometteuse, et me voilà en train de me forcer à dire mais non, c'est sans issue. Alors autant souffrir ici durement que d'être dans le néant. Alors chacun, comment il se débrouille avec ce conflit franco-algérien. Et on a chacun de nos versions et on se dépatouille à savoir comment je sauve ma peau, comment je joue l'autruche, comment je fais semblant de dire c'est un État qui a voilà qui est indépendant, libre. Et je suppose qu'il y a 1000 versions. Comme il n'y a pas de communauté, il y a 1000 Algériens différents vis-à-vis de l'Algérie. Moi, j'ai 4-5 frères. Je suppose qu'on a des points de vue qui se décalent les uns les autres. Il y avait juste peut-être une dernière quelqu'un qui avait levé le doigt par là. Oui, c'est vous. Oui, c'est moi. Et vous n'allez pas vous lever, bien sûr. Je me lève pour saluer. J'allais renoncer un peu à ma question, mais je vais essayer quand même. Dire que c'est trop tard, ça m'arrache le cœur. On n'a pas le droit de dire ça, parce qu'on a des enfants tous, on a des petits-enfants, on peut pas, on n'a pas le droit. Alors les solutions dont vous parliez, pardon, les solutions, c'est très compliqué. Mais en vous écoutant parler tout à l'heure, enfin, il y a peut-être un élément, pas un petit élément, mais un élément seulement. Quand je vous entendais dire que, à propos du fait que vous étiez entre deux cultures, et vous disiez non, moi je n'ai aucune culture, mes parents n'avaient pas de culture. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement... Enfin, c'est terrible à entendre, c'est terrible. Et moi, j'ai une petite anecdote. J'étais enseignante et j'ai eu, il y a une quinzaine d'années, un petit en collège qui est venu vers moi parce qu'il savait bien que j'étais d'origine algérienne. Et il me dit, ah oui, en français, on nous a donné un exposé à faire sur quelqu'un qu'on admire. Alors, lui, il était... ah oui, alors qui tu as pris? Eh ben, j'ai pris Bouteflika. J'étais dévastée, parce que le gamin, il avait envie de parler de quelqu'un qui venait de là-bas, mais il n'avait pas la moindre idée, il ne savait aucun nom. Et pourtant, il y en a. Et le seul nom qu'il a trouvé, c'était le président de l'époque.
et sans aucune conviction. Il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir dire pour que les autres ne se fichent pas de sa figure. Et donc, je voulais tout ça, toute cette anecdote, pour en venir à l'idée que nos jeunes, parce que là on parle d'enfants d'immigrés il y a quelques décennies, mais les jeunes actuellement, les enfants qui maintenant se sentent tiraillés de cette façon, autant je suis bien sûr convaincu qu'ils doivent se sentir français à plein, autant ils ont ce besoin de se rattacher, de se valoriser, de trouver de quoi valoriser cette partie de ce qu'ils sont, de leur histoire. Comment faire ? Alors nous, notre petite expérience, nous on était à Limoges, et on a fondé une association culturelle entre les deux rives, où on parlait de sujets d'auteurs, parce qu'il y en a des auteurs algériens, de peintres, parce qu'il y en a de musique, et ça a fonctionné avec ce truc qui nous titillait tout le temps, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Comment faire pour essayer d'assouvir un peu ce besoin, puisque je pense que c'est un besoin qu'ils ont et que ça leur ferait du bien de connaître un peu plus des belles choses, pas que les belles choses, il n'y a pas que des belles choses, mais connaître les belles choses. Voilà. Oui, je disais pas qu'il n'y avait pas de culture, que nos parents n'y avaient pas accès. Merci à tous. Donc, pour terminer, je voudrais remercier le CD31, je remercier les élus, le personnel en charge de la communication, le personnel en charge des services techniques pour leur accueil ici, qui nous a permis de tenir cette réunion. Je voudrais remercier aussi les bénévoles et les salariés du GREB qui sont investis dans ce projet. Remercier les lecteurs de l'association Vent de mots. Et surtout remercier Magid pour s'être prêté vraiment sincèrement et simplement à toutes nos questions. Merci. Merci. Merci.